J'éprouve pour l'Europe une passion profonde. L'Europe est à l'origine de la plus grande partie de la culture, des arts, de la philosophie. Pour moi, l'Europe, c'est la paix. C'est une idée que je trouve belle et grande, vers laquelle il faut aller. Elle est à la fois politique, institutionnelle, historique, sentimentale. C'est des euros, monsieur. Dans une Europe unie aux cultures diverses, il faut des créateurs encourager la Grèce. Et ainsi, l'Union européenne nous a apporté la paix et la démocratie avec, comme me l'a rappelé l'auteur de L'Europe pour les nuls, la fin du rideau de fer et puis aussi de plusieurs dictatures en Grèce, au Portugal et en Espagne, par exemple. Moi, j'aurais voulu que plus jeune, on me dise hey, il y a des trucs à faire et en Europe. Soyons fiers, citoyens, fiers d'une grande Europe. Il y a moyen de penser un peu plus internationalement et c'est à portée de main. C'est les États-Unis, mais pas avec la même langue. En matière de consommation, qu'est-ce que ça a changé, Franck ? Eh bien, dans le domaine de la protection des consommateurs, la législation européenne a permis d'étendre le délai de rétractation après un achat sur Internet, ainsi que les droits au remboursement. Et en cas d'annulation, de vol, de retard ou de perte de bagages, si vous voyagez, eh bien, les passagers aériens peuvent désormais bénéficier d'indemnisations. Alors on a l'impression comme ça que les élections européennes, c'est extrêmement loin de nos préoccupations. Il faudrait reconstituer la famille européenne. L'enjeu, c'est de recréer un lien de confiance. On a le moyen de voter, on a le moyen de changer les choses, on a le moyen de faire bouger des lignes, même si ça paraît loin, ça n'est pas si loin que ça. Chaque voix est importante. Aux urnes, citoyens. Votons pour que ça change. Votons pour que l'Europe ait un chef qui dérange. Clamons que l'Europe est notre destin commun. Et l'unique destin qui est visage humain. Un dernier exemple très concret, c'est l'Europe qui a imposé un chargeur universel aux constructeurs de téléphones portables. Et ça, c'est très pratique. Salut à tous, bienvenue pour ce 62e numéro des infos dont on parle peu. Vous voyez, la propagande bat son plein en ce qui concerne l'Union européenne. Nous sommes à 15 jours de l'élection européenne et il n'est pas question de débat pour savoir si l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui correspond aux attentes des Français. Mais c'est vraiment de la propagande pure et dure. On ne va pas parler du fonctionnement, plutôt des dysfonctionnements de l'Union européenne. Là. Bon, on va attaquer le sommaire de ce numéro. On va parler d'infos internationales où on va revenir longuement sur la crise ukrainienne. On parlera ensuite de l'économie où on va revenir sur les cures d'austérité, notamment en Grèce où la situation continue de s'aggraver. Et on terminera par la santé et environnement où on parlera des mers et des océans qui sont de véritables poubelles. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque avec les infos internationales et avec la situation en Ukraine. Alors pas mal d'informations à vous donner. On va remonter jusqu'au 2 mai dernier. Alors le 2 mai dernier, beaucoup d'événements se sont produits. Tout d'abord, 2 militaires ukrainiens ont été tués lorsque 2 hélicoptères Mi-24 ont été abattus avec des lance-roquettes portables près de Slaviansk, bastion des insurgés pro-russes dans l'est de l'Ukraine, selon le ministre de la Défense ukrainien. Ensuite, le secrétaire général de l'OTAN, Alexander Vershbo, a désigné la Russie, je cite, plus comme un ennemi que comme un partenaire. Toujours le 2 mai, à Odessa, alors là on peut parler de véritable massacre des pro-russes dans un bâtiment qui s'appelle la Maison des syndicats, où il y aurait plus de 100 morts. L'extrême droite ukrainienne, Pravi Sector, est bien sûr impliquée dans cette boucherie. Selon les témoins, les pro-russes ont été violés et massacrés dans le bâtiment avant que les extrémistes pro-ukrainiens y mettent le feu. Alors vous pouvez aller voir sur le net, il y a les photos atroces et même les vidéos atroces de ce carnage. Mais bon, tout ça, ça ne passera pas à la télé, Pas un mot dans les médias, c'est un véritable scandale. Alors, selon le Premier ministre par intérim Arseniy Yatsenyuk, le massacre d'Odessa est la faute des Russes. Le Premier ministre s'est rendu à Odessa et a accusé la Russie d'avoir manigancé les affrontements dans cette grande ville portuaire de la mer Noire. Affrontements qui ont entraîné la mort de dizaines de militants pro-russes piégés dans l'incendie criminel de la Maison des syndicats. Yatsenyuk s'en est pris aux policiers de la ville, laissant entendre qu'ils étaient plus intéressés par des pots de vin que par le maintien de l'ordre. S'ils avaient fait leur travail, dit-il, ces organisations terroristes auraient échoué. Il a annoncé de prochains limogeages au sein des forces de sécurité à Odessa. La ville de Slaviansk est encerclée par les forces ukrainiennes. L'opération implique des hélicoptères et des blindés de l'armée régulière.
Plus tôt dans la journée, le ministre ukrainien de l'Intérieur par intérim, Arsen Yavakov, a annoncé que les militaires s'étaient emparés de 10 postes de contrôle établis par les protestataires. Le 5 mai maintenant, des pro-russes ont pris d'assaut le siège de la police à Odessa, tandis que des milliers de nationalistes ukrainiens se sont rassemblés dans les rues de la ville. Les partisans d'une Ukraine unie, certains casqués et armés de gourdins, se sont rendus en cortège devant le siège régional de la police où son directeur est venu à leur rencontre. Drapeau ukrainien remplacé en haut de la maison des syndicats. Après s'être rassemblés en fin d'après-midi au sommet des escaliers de Potemkin, les manifestants, au nombre desquels figuraient une cinquantaine de membres du groupe paramilitaire nationaliste Pravi Sector, ont parcouru d'un pas rapide les quelques centaines de mètres qui les séparaient des bureaux du général Katerinchuk. Ils criaient des slogans tels que « Odessa en Ukraine » ou « Gloire à l'Ukraine ». Toujours le 5 mai, des sénateurs américains ont proposé de débloquer une aide militaire à l'Ukraine. Je cite, « Un important groupe de sénateurs républicains propose d'adopter un document autorisant l'octroi d'une assistance militaire à l'Ukraine pour un montant de 100 millions de dollars. Voilà ce qu'a fait savoir John McCain. Ensuite, la Géorgie a demandé à l'OTAN de réfléchir à installer des troupes de défense en Géorgie. Géorgie, c'est dans le sud de la Russie. Je cite, c'est quelque chose que nous devons mettre en place et les Russes doivent savoir que nous sommes sérieux. Voilà ce qu'a déclaré Iraki Alazania, le ministre de la Défense géorgien. Et enfin, pour terminer, les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont annoncé le maintien de leur référendum d'autodétermination prévu pour dimanche 11, malgré l'appel du report du scrutin lancé par le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui craint une nouvelle escalade dans ce qu'il faut bien appeler maintenant une guerre civile. Voilà, donc le référendum aura bien lieu ce dimanche 11 mai. On continue de parler de la Russie et de l'Ukraine et des États-Unis d'ailleurs, puisque selon Paul Craig Roberts, je vous rappelle quand même que c'est quelqu'un qui a été sous-secrétaire au Trésor de l'administration Reagan, il a obtenu la Légion d'honneur en mars 87, etc., etc. Enfin bref, c'est pas un rigolo. Donc selon Paul Craig Roberts, Washington mène le monde à la destruction. Alors bon, je résiste pas à vous lire un petit passage de l'article de Monsieur Roberts, le reste est sur son blog. Alors je vous lis. Le régime d'Obama, qui se complaît dans le mépris et l'arrogance, a poussé par témérité imbécile la crise ukrainienne en une crise avec la Russie. Que ce soit intentionnellement ou stupidement, les mensonges propagandistes de Washington, sans plus aucune volonté d'écouter plus avant les menaces dénuées de sens de Washington, Moscou ne prend plus aucune communication téléphonique d'Obama et des hauts fonctionnaires américains. La crise en Ukraine a pour origine le renversement par Washington du gouvernement démocratiquement élu et son remplacement par des sbires choisis par Washington. Ceux-ci ont procédé en parole et en action contre les populations des anciens territoires russes que les leaders du Parti communiste soviétique ont rattachés à l'Ukraine. La conséquence de cette politique idiote est une agitation provenant de la population d'origine russe et ou parlant le russe, poussant pour un rattachement à la Russie. La Crimée a déjà rejoint la Russie et l'Est de l'Ukraine, ainsi que d'autres parties du pays, ont pas mal de chances de faire de même. Au lieu de comprendre son erreur, le régime Obama a encouragé les marionnettes de Washington installées à Kiev à utiliser la violence contre ces zones russophones qui s'agitent pour un référendum de façon à ce qu'elles puissent voter pour leur rattachement à la Russie. Le régime Obama a encouragé la violence et ce malgré la claire prise de position du président Poutine de ce que l'armée russe n'occuperait pas l'Ukraine à moins que la violence ne soit utilisée contre les manifestants. Nous pouvons donc en conclure de manière quasi certaine que soit Washington n'écoute pas quand on lui adresse la parole, ou bien qu'il désire la violence. Voilà, le reste est à lire sur le blog de Monsieur Roberts. On continue, on va parler des accords entre la Russie et l'Iran. Accord très très important. Alors bon, l'Occident prend des sanctions contre la Russie, notamment l'Union européenne, elle prend des sanctions qui va forcément se retourner contre elle. Mais bon, la Russie, elle, possède plusieurs cartes dans son jeu. Alors déjà, il va y avoir une rencontre avec la Chine dans très peu de temps. Je crois que c'est à la fin du mois de mai, il me semble. Et elle va signer avec la Chine des accords économiques extrêmement importants. Mais aujourd'hui, elle va signer également des accords économiques très importants avec l'Iran, qui va fournir à Moscou du pétrole contre des compétences techniques russes. Centrales thermiques, barrages, réseaux de lignes à haute tension et exportation à l'Iran pour 500 MW d'électricité. Tout ça contre du pétrole. On continue à parler de l'affrontement indirect entre la Russie et l'Occident, puisque Moscou a annulé 90% de la dette cubaine, qui se monte à 32 milliards de dollars quand même, et a investi 10% à l'intérieur de l'île. L'accord approprié, signé en octobre dernier à Moscou, étant au stade final de la ratification, selon Sergueï Lavrov.
Vous voyez, on recommence un petit peu comme à l'époque de la guerre froide, Moscou qui s'active à Cuba. On va parler maintenant d'un tout autre sujet, on va parler des militaires français, puisqu'on a appris qu'un sous-officier français du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi a été tué en opération dans la nuit de mercredi à jeudi 8 mai au nord du Mali. Voilà ce qu'a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Donc le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a précisé que le militaire avait été tué par un engin explosif improvisé. Donc, il s'agit du 8e militaire français mort en opération au Mali. Alors, quand on parle des Français en opération en Afrique, le ministre français de la Défense toujours, il a indiqué que 3000 soldats français allaient être mobilisés dans la bande sahélo-saharienne sans date limite dans le cadre d'une réorganisation du dispositif militaire au Mali. Je cite: « Nous sommes en train de nous réorganiser pour avoir une conception régionale du contre-terrorisme », a expliqué le ministre, précisant que 1000 soldats français allaient être concentrés près de Gao, dans le nord-est du Mali, et 3000 autres sur la bande sahélo-saharienne. Le ministre avait déjà annoncé à plusieurs reprises que la France laisserait au Mali 1 millier d'hommes pour lutter contre le terrorisme. On continue, on parle d'Israël maintenant. Des bulldozers israéliens ont détruit plusieurs habitations ainsi qu'une mosquée dans un village palestinien situé dans les territoires occupés de Cisjordanie le 29 avril dernier. 30 personnes se sont retrouvées à la rue et les autorités israéliennes ont déclaré que le village était maintenant une zone militaire fermée. Alors d'ailleurs, Benjamin Netanyahou veut modifier la loi fondamentale israélienne. Alors c'est un peu l'équivalent de notre constitution en France. Alors il veut y faire figurer le fait qu'Israël est un État-nation qui appartient au seul peuple juif et à personne d'autre. On parle d'Irak maintenant, où on a élu le Parlement lors des premières élections législatives depuis le retrait des troupes américaines fin 2011. Alors ceci, malgré les violences quotidiennes, le scrutin a été néanmoins marqué par plus de 50 attaques visant principalement des bureaux de vote ou des électeurs qui ont fait au moins 14 morts et 36 blessés. Alors aucune date officielle n'a été fixée pour l'annonce des résultats qui ne devraient pas intervenir avant plusieurs semaines. On continue et on va parler de l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan où les troupes américaines doivent totalement quitter le pays, il me semble, à la fin de l'année 2014. Eh bien l'Afghanistan, on a une production record d'héroïne. 200 000 hectares ont été cultivés, une hausse de 36% par rapport à 2005. L'Afghanistan produit également 80% de l'opium mondial. Alors là, ça c'est une belle réussite américaine. Un petit mot également sur le Soudan du Sud, où on a appris qu'il y a eu plus de 58 morts dans une attaque d'une base de l'ONU. Un groupe d'environ 350 jeunes hommes armés et en civil avait attaqué la base de Bor, une ville sous contrôle gouvernemental. Alors pour rappel, je vous donne en lien le fait que la partition du Soudan avait été voulue par Washington à l'époque. On parle maintenant de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a interdit au Bundestag d'auditionner Edward Snowden. L'administration d'Angela Merkel a jugé que cela irait, je cite, contre les intérêts politiques de la République fédérale. Et, je continue de citer, elle mettrait un coup grave et permanent aux relations américano-allemandes. Quant à la France, à notre connaissance, aucune démarche officielle n'a été entreprise, au-delà des déclarations d'intention exprimées ci ou là par des députés et des sénateurs. Voilà, donc on a la possibilité d'entendre Edward Snowden pour savoir exactement ce qui s'est passé et les écoutes qui se sont déroulées en Europe, notamment en Allemagne et en France, mais nos gouvernements ne veulent pas entendre. Et on termine cette partie internationale avec la démission en masse au journal Le Monde. 7 rédacteurs en chef et leur adjoint du journal ont annoncé qu'ils quittaient leurs fonctions, en cause des désaccords avec la direction du journal concernant notamment la nouvelle formule du quotidien ou le projet de mobilité interne. On attaque la partie économie et on va démarrer avec les États-Unis. Les chiffres de 2013 récemment publiés par le BLS, le Bureau of Labor Statistics, nous ont réservé quelques perles, quelques trop tristes vérités qui nous rappellent à quel point les États-Unis vont de plus en plus mal. Comme une réponse indirecte à ceux qui refusent d'analyser en profondeur les chiffres officiels du chômage US, dont la véracité a déjà été rudement mise à l'épreuve, cette étude laisse transparaître un point majeur qui montre à quel point les familles américaines vivent leurs heures les plus sombres. En effet, dans 20% des familles américaines, plus personne ne travaille. En effet, sur les 80 millions de familles américaines, 16 millions d'entre elles connaissent le chômage total. Il est donc assez facile d'expliquer pourquoi un Américain sur 5 se nourrit grâce aux aides alimentaires de l'État.
C'est également le cas dans 12% des familles avec enfants. De quoi préparer un avenir serein pour les bambins, même si ici les chiffres n'ont que peu évolué. Autre phénomène mis en avant depuis plusieurs mois sur le site, les familles se précarisent. Ainsi, dans les familles où un des membres connaît déjà le chômage, on observe une baisse sur l'année de 10% du nombre de membres travaillant à plein temps. On continue, on va parler de la Chine maintenant. Alors on a toujours dit que la Chine dépasserait éventuellement les États-Unis et deviendrait la plus grande puissance économique mondiale en 2020 à peu près. Mais certains économistes nous disent aujourd'hui, dont le Financial Times, nous annonce aujourd'hui donc que la Chine pourrait dépasser les États-Unis dès cette année et devenir la plus grande puissance économique mondiale. On parle de la situation en Grèce qui continue de se dégrader. Le déficit budgétaire est passé de 8,9% du PIB en 2012 à 12,7% en 2013. Alors la dette publique, elle est passée de 157,2% du PIB en 2012 à 175,1% en 2013. Alors bon, la Troïka nous dit que la Grèce est sur le bon chemin. Ouais, la preuve. Une progression rapide et un taux insoutenable qui rendront inévitable un nouveau plan de restructuration. La croissance est quasiment nulle et ne permet aucunement de faire face à ces échéances. Le secteur bancaire, lui, est en situation de faillite avec la première restructuration de la dette grecque qui lui a coûté très cher, avec l'effondrement de l'économie et donc l'explosion du taux de défaut sur les crédits, avec l'épargne qui fuit le pays et ne l'oublions pas, avec la faillite de Chypre où il était très engagé. Nul doute que le plan d'aide exceptionnel de 2013 devrait être renouvelé. Mais cela, il ne faut pas en parler avant les élections européennes du 25 mai prochain, bien sûr. Autre bonne nouvelle, entre guillemets, soi-disant la Grèce a retrouvé le chemin des marchés en plaçant 3 milliards d'euros à 5 ans à un taux proche de 4,95%. Mais lorsque l'on regarde qui a acquis ces emprunts, on note l'absence de toute institution financière européenne. Elles se font prendre une fois, pas deux, hein. Les acquéreurs sont des investisseurs étrangers, certainement des hedge funds qui recherchent le risque, et des banques grecques elles-mêmes. Ça en devient donc comique. L'État grec renfloue ses banques en faillite avec l'argent européen qui, en échange du service, acquiert les bons du trésor. C'est l'aveugle qui soutient le paralytique. En réalité, la Grèce continue de s'enfoncer sans possibilité de s'en sortir. Mais ces deux annonces servent juste à faire illusion avant les élections européennes ainsi qu'à entretenir l'espoir d'une reprise en Europe. Si même la Grèce s'en sort, les autres pays européens vont basculer dans la croissance, non? Eh bien non, il n'y aura pas de reprise et la Grèce va bientôt refaire parler d'elle et dans des termes très peu avantageux. Alors d'ailleurs, voici le témoignage d'un habitant d'Athènes qui en dit long sur la situation. Il a écrit sur son blog, alors je cite: « Le régime de la démocratie en Grèce s'est effondré, il a été abattu de l'intérieur et de l'extérieur. Le fait de vouloir mobiliser l'armée contre le peuple en colère prouve déjà ce que je soutiens depuis le début de ce blog. La dite crise est en réalité une guerre faite par d'autres moyens contre les peuples et leur souveraineté, s'agissant d'autant d'une entreprise d'occupation et de gestion des ressources et des réalités tangibles et exploitables des pays par le conglomérat, la Troïka, les barons d'Athènes, sous le mandat de l'Allemagne néocolonisatrice du sud de l'Europe. Ici, ils vivent inlassablement dans le nirvana, ils n'ont toujours rien compris. Nous, à Athènes, nous savons. L'autre jour, ils m'ont coupé l'électricité. Je me suis raccordé au réseau à ma manière. Le surlendemain, les techniciens se sont pointés chez moi. Je les ai accueillis avec mon fusil de chasse en main. Ils ont tout de suite réalisé. Je suis prêt à tuer maintenant. Ou sinon, je vais me retirer à Trikala et ne plus revenir à Athènes. » Voilà, ça c'est pour la Grèce. Alors on continue au niveau de l'austérité puisqu'on apprend que l'austérité aurait détruit 9,9 millions d'emplois en Europe. L'Institut des syndicats européens a publié une étude sur l'emploi en Europe. Les mesures d'austérité y sont décriées. Près de 10 millions d'emplois à temps plein auraient été détruits. Le taux d'emploi serait passé de 65,8% en 2008 à 64,1% en 2013. Mais dans son livre publié fin avril, Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, y défend les mesures prises pour sauver l'emploi. Le chômage des jeunes aurait augmenté partout en Europe. En Italie, plus 16,9%, en Espagne, plus 32,2%, en Grèce, plus 38,4%, à l'exception de l'Allemagne où on note un moins 3,2%. Plus de 13 millions de personnes seraient susceptibles de tomber dans la pauvreté. L'Institut remarque que si les chômeurs sont le groupe représentant le plus haut risque, les travailleurs y sont de plus en plus exposés. Alors selon Van Rompuy, je cite, « Tout ce qu'on a fait, on ne l'a pas fait pour notre plaisir,
tout ce qu'on a fait a un but éminemment social. C'est pour sauvegarder la prospérité future de l'emploi. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'en France, on s'apprête à faire 50 milliards d'économies d'ici 2017. Alors ça, c'est une vraie cure d'austérité. Alors forcément, on aura forcément les mêmes conséquences que ce qui s'est passé en Grèce et dans le reste de l'Europe, bien sûr. Alors on continue. 7 pays de la zone euro ont dépassé ou dépasseront les 100% de dette publique cette année. Il s'agit de la Grèce, qui est là déjà faite, déjà dépassée, l'Italie, le Portugal, Chypre, Irlande, la Belgique et l'Espagne. Nous en France, on n'est pas loin, on est à 96%, on stagne un peu, mais pas d'inquiétude, un petit effort, on va y arriver. On continue avec la partie économie et un scandale, puisque la population française, elle va voir sa note d'électricité augmenter au cours de l'année 2014, augmenter fortement d'ailleurs. Mais la Commission de régulation de l'énergie, le gendarme français de l'énergie, a annoncé le 30 avril dernier qu'elle allait réduire temporairement de 50% le tarif d'acheminement d'électricité aux 500 entreprises les plus consommatrices de courant en France. Si c'est pas un scandale. On termine par la partie santé-environnement et on va parler de la transition énergétique en Allemagne, puisque là-bas ça se passe très très bien. L'Allemagne est un pays du monde où la transition énergétique est un des plus avancés. L'Institut Fraunhofer est l'un des plus grands instituts de recherche en Europe. Il vient de publier un rapport qui montre que l'investissement dans la transition énergétique allemande, la Energiewende, est une très bonne affaire pour le pays. Le rapport, publié le 21 janvier dernier, montre que l'investissement dans Energiewende sera de l'ordre de 380 milliards d'euros jusqu'en 2030, date à laquelle le point d'équilibre sera atteint. L'équation est la suivante. Les investissements dans les renouvelables allègent la facture de combustibles fossiles du pays, 83 milliards par an aujourd'hui. Le point d'équilibre est atteint quand les économies de combustibles fossiles, payées en pure perte à la Russie, à la Norvège ou aux pays du Golfe, dépassent le coût des renouvelables. Au-delà de ce point, la transition énergétique rembourse ses investissements puis devient rentable. Même avec des hypothèses très conservatrices, un prix stable des énergies fossiles, le retour sur investissement de la transition énergétique allemande est de 2,3% d'ici 2050. En prenant les hypothèses de différents instituts économiques sur l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, la rentabilité se situe entre 4 et 6,7%. Au-delà de la rentabilité de l'investissement dans les énergies renouvelables, ce que le rapport ne mesure pas, ce sont les retombées économiques pour l'Allemagne du développement des technologies nécessaires à la mise en œuvre de cette Energiewende. 400 000 emplois ont déjà été créés directement dans le secteur des énergies renouvelables et 350 000 autres emplois indirectement. Alors avec sa transition énergétique, l'Allemagne est déjà championne des technologies vertes. Elle invente des produits et des services de demain. Voilà, donc l'Allemagne, elle a pris le tournant de l'énergie renouvelable et le tournant de l'énergie, de la transition énergétique. Mais nous en France, le tournant, on l'a toujours pas pris. On est toujours sur la ligne droite du nucléaire, qui va nous amener certainement à notre perte. On continue et on va parler du gaz de schiste et un premier procès. C'est une famille du Texas qui vient de gagner son procès contre une compagnie d'exploitation des gaz de schiste accusée de pollution ayant entraîné des années de souffrance et de maladie. Alors ça, je vous donne le lien, vous pouvez aller le voir par vous-même. Ça, c'est comme ça va rabaisser le caquet à toutes les entreprises et à toutes les multinationales qui disent que ça pollue pas ou que tout ça c'est du fantasme. Voilà, on parle des gaz de schiste toujours et on va parler du train qui a déraillé et qui a explosé en Virginie. C'est le 5e incident de train depuis juillet dernier. Vous vous rappelez avec l'incident du train qui a déraillé au lac Majentic au Canada qui avait tué 47 personnes. Cette fois-ci, le train qui contenait du pétrole brut a explosé à Lynchburg, en Virginie, aux États-Unis donc, et 300 personnes ont dû être évacuées. Alors évidemment, le pétrole de schiste, en plus de polluer, comme nous l'avons vu, il doit être ensuite transporté par train, ce qui est extrêmement dangereux. On continue, on va parler de GDF Suez qui menace les Indiens d'Amazonie. Le géant français d'énergie GDF Suez a été accusé de mettre en danger la vie des Indiens d'Amazonie, y compris celle des Indiens isolés extrêmement vulnérables. GDF joue un rôle de premier plan dans la construction de barrages au Brésil et il est étroitement impliqué dans le méga barrage de Giro, actuellement en construction sur la rivière Madeira en Amazonie occidentale. Ce barrage menace de vastes territoires sur lesquels de nombreux peuples indigènes, dont plusieurs groupes d'Indiens isolés, dépendent pour leur survie.
Les Indiens du Brésil et leurs partisans ont pris pour cible l'Assemblée générale des actionnaires de la société, exhortant GDF à se départir des projets de barrages destructeurs et à écouter les Indiens qui n'ont pas été convenablement consultés à propos du barrage de Giro. Le leader indigène Sonia Gararara, qui en mars dernier avait rencontré les représentants de GDF et mené une manifestation à Paris, a déclaré, je cite, « Les activités de GDF Suez sont néfastes pour l'environnement et elles contribuent à détruire les voies et les cultures des indigènes et des peuples traditionnels de l'Amazonie. » Fin de citation. On en vient à la pollution dans les mers, comme je vous le disais dans le sommaire. Alors, la pollution dans les mers, on commence par la Méditerranée. Selon une étude publiée par la revue PLOS ONE, la Grande Bleue est la mer d'Europe la plus polluée. Une situation d'autant plus préoccupante que les institutions n'ont pas encore pris toutes les mesures de l'ampleur des dégâts, relève Richard Chemla, le président du Centre de découverte du monde marin. Il y a des déchets visibles, des cartons, des canettes, mais aussi la pollution plus insidieuse, dont les plastiques. Chaque année, 3000 tonnes de métaux lourds sont aussi déversées par le Rhône et 200 000 autres hydrocarbures se retrouvent en mer à cause des dégazages sauvages. Il y a aussi les résidus de médicaments qui perturbent le système de reproduction des espèces. Au total, plus de 80% de ces polluants viennent des terres, donc de l'homme. Autre pollution, cette fois-ci c'est dans les océans, puisqu'une équipe de chercheurs européens a mis en évidence la présence de déchets humains en très forte concentration à des milliers de mètres sur la surface des océans, a indiqué une étude publiée le 1er mai dernier. Plus de 600 échantillons de fonds marins ont été analysés en Atlantique, en Arctique et en Méditerranée. Les déchets en matière plastique représentent 41% de ces analyses. Et une autre pollution, cette fois-ci c'est dans l'océan Indien. Alors c'est une personne qui m'a contacté et qui m'a parlé de la pollution près de l'île de la Réunion. Alors c'est donc aux abords de l'île de la Réunion, c'est dans le nord-ouest de l'île où 80 espèces de poissons ont été touchées par un germe bactérien, le Streptococcus igniae. On parle maintenant des fruits et légumes et des pesticides, puisque l'ONG américaine Environmental Working Group a établi le classement des 12 fruits et légumes contenant le plus de pesticides. Outre leur dosage plus ou moins élevé, c'est aussi leur diversité qui alerte. Un même légume pouvant présenter jusqu'à 12 pesticides de nature différente. Alors bon, je vous cite les fruits et légumes, les 12 fruits et légumes. Alors la pomme de terre, le pois mange-tout, les tomates cerises, les concombres, les nectarines, les poivrons, les épinards, les pêches, les céleris, les raisins, les fraises et les pommes. À l'opposé, les fruits et légumes qui s'en sortent plutôt bien dans ce test sont l'avocat, l'ananas, le kiwi, la papaye et la mangue. On continue et on parle de l'interdiction de l'import de porcs nord-américains en France. La France a décidé d'interdire les importations de porcs vivants et de produits à base de porc en provenance des États-Unis, du Canada, du Mexique et du Japon, afin de se prémunir contre le virus de la diarrhée épidermique porcine. Cette maladie a déjà tué quelques 7 millions de porcelets aux États-Unis en près d'un an et fait atteindre des records au prix du porc dans un secteur déjà fragile. Alors profitons-en quand même pour dire que lorsqu'il y aura le traité transatlantique mis en place, ce genre d'interdiction pourrait coûter à la France extrêmement cher et pourrait être quasiment interdite. On parle maintenant des méfaits des ondes radio qui sont reconnus par la NASA depuis 1981. Dès 1981, l'essentiel des dangers liés à l'exposition des organismes humains aux radiofréquences micro-ondes était connu et recensé explicitement par l'agence spatiale américaine NASA dans son rapport Electromagnetic Field Interaction with the Human Body. Ceci y compris les symptômes de l'électro-hypersensibilité qui ne sont toujours pas reconnus par l'essentiel des médecins ni reconnus par nos autorités 33 ans plus tard. Ce qui est remarquable dans ce rapport est qu'il recense les effets physiologiques des radiofréquences sur les humains, à l'exclusion des animaux, dans des densités de puissance faibles et dites athermiques. Aujourd'hui encore, nos autorités et les acteurs de la téléphonie mobile réfutent qu'il puisse y avoir des effets physiologiques en dehors des densités de puissance dites thermiques. D'autre part, ce document voulait contribuer à éliminer une confusion mondiale concernant les limites d'exposition à ces radiofréquences micro-ondes. Ce fut en vain car aujourd'hui encore, les limites d'exposition sont basées sur les effets thermiques d'une irradiation unique de 6 minutes qui ne devait pas compromettre la vie d'un sujet sain, alors que nous sommes irradiés en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris nourrissons, enfants, femmes enceintes, personnes malades et âgées. Le rapport de la NASA donne même une ébauche d'explication du processus d'initiation de cancer suite à l'exposition prolongée aux radiofréquences
en évoquant une asphyxie des cellules suite à une fuite des électrons hors des cellules due à l'irradiation aux fréquences électromagnétiques. Voilà, donc les Américains savaient depuis 1981 que c'était dangereux, que les ondes radio étaient dangereuses, mais bon, le lobby de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, etc., malheureusement, a pris le pas. On termine maintenant toujours aux États-Unis et on va parler des enfants qui prennent des psychotropes. Alors ouais, on parle souvent des fusillades aux États-Unis, plusieurs fois par an, des fusillades qui se passent la plupart du temps dans des écoles, dans des collèges, etc., etc. Alors les médias prennent souvent le raccourci qui consiste à dire que c'est exclusivement à cause de la vente libre des armes aux États-Unis, dans certains États, mais il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, un enfant sur 13 prend aujourd'hui des psychotropes. Voilà, ça devrait donner à réfléchir. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment tous ceux qui m'ont envoyé des informations tout au long de la semaine, notamment Julien, qui s'est déchaîné. Je vous remercie bien évidemment pour le soutien à l'agence Infolibre, pour qu'on puisse continuer à se développer. Vous pouvez aller voir bien sûr tous les liens de cette vidéo sur le site de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr. Vous pouvez bien sûr consulter la chaîne YouTube, le compte Twitter, le compte Livestream, etc., etc. Vous en avez l'habitude maintenant. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Ciao à tous.